Vidéo 4, les fibres musculaires, le recrutement et la synchronisation des fibres. Donc on va continuer sur les schémas. Donc sur ce schéma, vous pouvez voir les fibres de type 1 ou les fibres lentes. Donc ce sont des fibres qui sont de petite taille. Ils ont un niveau de force très faible. Ils résistent très bien à la fatigue. Donc c'est les fibres qu'on va utiliser surtout pour l'endurance. Okay. Ce sont des fibres très capillarisées car ils reçoivent beaucoup de sang, donc beaucoup de nutriments, beaucoup d'oxygène. Donc c'est pour ça qu'ils durent plus longtemps dans le temps. On a également les fibres rapides, donc deux types de fibres. Donc les fibres rapides de type 2A ou fibres intermédiaires avec une taille moyenne. Le niveau de force est moyen et leur résistance à la fatigue sont très limitées. Les fibres de type 2A peuvent également travailler avec les fibres lentes ou les fibres rapides 2B. Donc eux ils sont au milieu, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont intermédiaires. Et les dernières fibres, c'est les fibres de type 2B, donc également rapides, de taille importante, avec un niveau de force élevé. Donc pour le travail de force, on viendra solliciter ces types de fibres, en présence d'ATP et de phosphocréatine au départ, puis de glucose, et ils résistent difficilement à la fatigue. C'est pour ça que les travails de force, on fait très peu de répétitions. Quand je dis travail de force maximale, sous-maximale. D'ailleurs, il y a une étude de Costil qui a été faite en 1980, qu'on va voir juste après, qui démontre le passage obligatoire par les fibres lentes pour les mouvements de force explosifs. Donc, si vous comprenez bien, donc en passant par les fibres lentes qui ont un niveau de force très peu élevé, donc faible, donc c'est pas bénéfique. Pensez à un mouvement d'haltérophilie, par exemple, qu'on doit exploser et l'effectuer en un minimum de temps. Donc si on est obligé de passer par les fibres lentes avant d'arriver aux fibres rapides, donc comprenez bien ici que c'est très peu bénéfique pour nous. On va voir la transformation des fibres. Leur transformation s'explique par le schéma d'Oswald qui montre combien la transformation des fibres est facile dans le sens rapide vers lent et difficile dans le sens lent vers rapide. Donc voyons ce schéma de suite. On peut très bien comprendre qu'il est difficile de développer les qualités de force ou de masse comme on veut, mais par contre il est très facile de les perdre. Je pense que vous avez tous vécu ça. Okay, si vous coupez un mois, vous ressentez votre régression instantanément. C'est pour cela qu'il faut régulièrement faire des rappels de force si vous êtes sur un sport de force, bien sûr, et je dirais même pour aller plus loin, malgré que vous faites un sport d'endurance, car rappelez-vous, tous nos systèmes travaillent en synergie. On va parler maintenant de recrutement des fibres. Donc, qu'est-ce que le recrutement? Donc, pour vous compreniez mieux ce terme, on va imaginer, d'accord? Imaginez-vous que vous devez pousser une voiture de 10 tonnes qui représente la charge. Et vous, donc l'individu, vous représentez les fibres. À vous tout seul, vous n'y arriverez pas. Enfin, je pense pas. Donc vous allez appeler d'autres fibres, donc d'autres individus, d'autres personnes, pour venir vous aider à pousser cette charge. Donc vous allez recruter des copains, recruter des fibres, donc des unités motrices. Développer votre niveau de force. Ce recrutement est expliqué par la loi d'Henman. Cela démontre comment les fibres lentes sont recrutées avant les fibres rapides, quel que soit le mouvement. Costil avait repris ce schéma en 1980 et cela est édifiant. Ceci n'est évidemment pas intéressant pour les mouvements explosifs. Comme je vous ai dit au-dessus, rappelez-vous, le mouvement d'haltérophilie sur le mouvement d'arraché ou un mouvement explosif, un squat explosif, c'est pas intéressant de repasser par les fibres lentes où le niveau de force est très faible. Il y a donc dans ce cas un passage obligé par les fibres lentes, ce qui n'est pas intéressant dans le cas d'un mouvement explosif. Donc la représentation de Costil est édifiante à ce sujet. Une charge légère entraîne un recrutement des fibres lentes. Donc là vous pouvez voir sur le schéma,
On est à peu près entre 15 et 25% de votre 1RM. Donc charge légère. Puis, une charge moyenne entraîne le recrutement des fibres lentes et 2A. La charge est au-dessus de 25% et jusqu'à 55% de votre 1RM. Puis, vous avez une charge lourde qui entraîne le recrutement des fibres lentes, 2A et 2B. Votre charge est comprise entre 60 et 100% de votre 1RM et voire des fois jusqu'à 120% de votre 1RM. Voilà. Donc vous voyez très bien sur ce schéma, c'est édifiant. Comme quoi on est obligé de passer par les fibres lentes avant d'atteindre les fibres rapides. Donc ça justifie pourquoi il disait que c'est pas intéressant pour les mouvements explosifs. Continuez à vous entraîner et à faire des rappels de force pour justement pouvoir plus rapidement et immédiatement solliciter les fibres rapides. Mais ça, on verra juste en dessous dans la synchronisation. On va voir maintenant la synchronisation des unités motrices. Donc, revisionnez les vidéos sur les unités motrices, donc le cours sur les unités motrices si besoin. La synchronisation des unités motrices, en fait, est tout simplement votre niveau de force maximal ou pic de force. C'est tout simplement la capacité de faire travailler tous vos fibres en même temps. N'hésitez pas de revoir les vidéos précédentes. Absolument, rappelez-vous des unités motrices. Donc les unités motrices ne travaillent pas tous en même temps. Pour se reposer, il va travailler de façon asynchrone afin que certaines fibres peuvent se reposer. En fait, il se relaient tout simplement. Pensez au 3-8 dans une entreprise par exemple. Mouvement de squat, je donne le squat comme exemple car tout le monde connaît ce mouvement. Si vous travaillez à 50% de votre 1RM, certaines fibres vont être au repos pendant que d'autres travaillent. Ainsi de suite avec qu'ils puissent se relayer et se reposer. Comme je vous disais, notre corps est bien fait. Ou rappelez-vous au-dessus l'exemple de la voiture de 10 tonnes. Vous allez vous relayer, enfin les fibres, on est d'accord, c'était pour imager. Pour la pousser et éviter la fatigue musculaire, vous allez donc vous relayer et vous entraîner. Donc quand je vous dis que notre corps est bien foutu, croyez-moi. Nous, notre objectif ici, c'est de développer la force. Ça sera travailler de façon synchrone, de les faire travailler tous en même temps. Donc asynchrone, différé, relayé, et synchrone, tous en même temps. Deux termes à retenir. Là, vous êtes plutôt sur un mouvement de squat à 100% de votre 1RM. Donc sur une répétition. Pour développer vos qualités de force maximale ou de force vitesse. Si on reprend l'exemple de la voiture de 10 tonnes, ça sera de tous le pousser en même temps, en un minimum de temps et à vitesse maximale. Pour mieux comprendre les termes recrutement, synchronisation, synchrone et asynchrone, reprenons une petite image. Imaginez-vous dans une pièce, vous demandez à 200 personnes de crier un son. Donc ça sera le recrutement. Et de crier ce son en même temps. Donc la synchronisation. Au début, les cris vont être de façon asynchrone, donc non synchronisés, décalés. Puis avec l'entraînement, donc là vous allez comprendre, idem pour la musculation, les cris vont être de plus en plus synchrones et les individus arriveront à synchroniser leur voix. En musculation, c'est la notion de progressivité. C'est-à-dire plus vous allez vous entraîner dans le temps, plus vous allez progresser, plus votre charge va augmenter et plus vous avez développé votre niveau de force et votre masse musculaire. Cela répond donc à une loi. Pour devenir plus fort, il faut réussir le recrutement et la synchronisation. Il semble acquis que l'entraînement en musculation à haute intensité, donc en pourcentage ou vitesse, augmente la synchronisation des unités motrices. Je rabâche, la force égale charge lourde plus vitesse maximale ou vitesse maximale. Donc retenez cela, le recrutement. Pensez là encore à une entreprise qui recherche des gens pour travailler en période de forte activité. Le recrutement, c'est plus ou moins de fibres pour exécuter un mouvement. La synchronisation,
l'entreprise fait travailler tout le monde en même temps pour répondre à ce pic d'activité, donc au pic de force. La synchronisation, toutes les fibres travaillent en même temps. Alors, retenez bien ces deux termes, le recrutement et la synchronisation des fibres musculaires. Maintenant, on va voir les deux formes de coordination. Donc petit 1, la coordination intermusculaire, donc entre les muscles. Et petit 2, coordination et transfert vers l'activité. Donc si on revient sur le petit 1, la coordination intermusculaire, donc c'est un travail entre les muscles. Ce qu'il faut surtout retenir pour la coordination intermusculaire, c'est que l'union fait la force. Isoler des muscles, c'est bien, mais il faut également les faire travailler avec les autres muscles, agonistes, antagonistes. Vous avez déjà entendu ce mot, je pense. Mais également sur des mouvements fonctionnels et en amplitude complète. Reprenons l'exemple de l'entreprise en pic d'activité. Pensez-vous pas qu'il serait plus performant s'il fait travailler toutes les équipes, muscles, agonistes, antagonistes, haut, bas, centre du corps, en synergie. Ils travaillent tous ensemble. Pour mieux comprendre, imaginons. Donc, vous avez l'équipe 1, où l'entreprise a déjà effectué le recrutement et la synchronisation, et qui représente les quadriceps. L'équipe 2, où il y a déjà eu le recrutement et la synchronisation, représentera les ischios. L'équipe 3, où il y a déjà eu le recrutement et la synchronisation, qui représentera les fessiers. L'équipe 4 représentera le dos, etc., etc. Ne pensez-vous pas que si tout le monde travaille ensemble et en même temps, l'entreprise sera plus fort, plus performant. Donc, votre mouvement, plus fort, plus efficace. Donc, sur un mouvement de squat, par exemple, si vos quadriceps, vos ischios, vos fessiers, votre dos travaillent en synergie, donc intermusculaire, forcément, vous serez beaucoup plus puissant. Le petit 2, coordination et transfert vers l'activité. Donc, attention à ceux qui mettent de la force sur la technique. Le risque serait double. Vous risquez de détériorer le geste et manquer la prise de force. Ceux qui développent ou maintiennent la force sur des mouvements de musculation isolés, cela peut être dangereux au risque de se blesser gravement. On développe la force sur des mouvements polyarticulaires. La plus mauvaise solution semblerait être celle qui consiste à ajouter des charges sur le geste sportif. Prenons l'exemple de l'entraîneur qui fait travailler le basketteur qui joue avec un gilet lesté par exemple. Ici, la technique peut en pâtir. Mais une solution peut être trouvée en alternant un geste sportif, un mouvement de musculation, puis un transfert. Donc travailler le geste de musculation, puis transférer sur le mouvement technique. Par exemple, on va prendre pour le basketteur, restons sur le basket. Donc lui, il doit faire un shoot avec la main droite vers le haut. Donc on peut très bien représenter ce mouvement avec un mouvement d'arraché ou un mouvement de tirage de bras d'arraché. Et ensuite, travailler le mouvement technique juste après. Mais une solution peut être trouvée en alternant geste sportif et mouvement de musculation, puis un transfert. Alors, je finis ce chapitre sur le rôle des facteurs élastiques. Un muscle étiré produit une force supérieure. Cela est prouvé et approuvé par les scientifiques. Les raisons à cela sont le réflexe myotatique. Donc, le réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. Donc, c'est le rôle des fuseaux neuromusculaires. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, si vous glissez, hop, votre muscle se contracte pour un réflexe myotatique pour éviter que vous tombiez. Ou tout simplement, quand vous faites une course en descente, le réflexe myotatique est très sollicité. L'élasticité en série, donc le rôle de tous les tissus, rappelez-vous les tendons, l'épimysium, l'endomysium, etc. Donc ils sont étirables, donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi transmettre de l'énergie. Donc l'élasticité du muscle tend à restituer l'énergie de manière efficace. Pensez à une corde de tir à l'arc ou un simple élastique. Si vous tirez dessus en relâchant, ça restitue l'énergie avec une force surprenante. Le muscle, c'est la même chose.
Donc pour tous ceux qui négligent les étirements et assouplissements, ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais là encore, tout dépend de l'activité que vous pratiquez. Je vais vous montrer maintenant un schéma représentant ce qu'on a déjà vu sur tous les vidéos précédents. Mais je n'ai pas voulu vous embrouiller avec des termes compliqués dès le départ. Ce schéma est la base de la force et de l'hypertrophie et que je vais vous réexpliquer rapidement. Alors, mécanisme ou facteur de la force, je préfère utiliser le terme facteur de la force. Car s'il n'y a pas ces trois éléments, donc ces trois facteurs réunis, on ne peut pas parler de force. On a vu les facteurs nerveux, le recrutement, la synchronisation et la coordination. On a également vu l'étirement, donc l'élasticité du muscle, une propriété du muscle, et le réflexe, donc le réflexe myotatique. On a également vu, au niveau des facteurs structuraux, les fibres, et il nous reste l'hypertrophie à voir qu'on verra sur le support masse, car pour moi, au niveau pédagogique, c'était plus logique de mettre l'hypertrophie avec la masse. Donc si vous regardez, si vous analysez ce petit schéma, chose que moi j'ai mis du temps à comprendre également, vous poserez peut-être cette question, mais comment le nerveux à lui tout seul peut déplacer une charge? Ce n'est pas ce que j'ai voulu exprimer. La force et la masse sont intimement liées. Alors quand on dit structuraux, c'est souvent lié à la masse. D'accord? Donc la force et la masse sont intimement liées, car la masse a besoin de la force et la force a besoin de la masse. Mais ils ont tous les deux des propriétés différentes, des zones de travail et de récupération différentes. La vitesse pour la force, facteur nerveux, et le temps sous tension pour la masse, facteurs structuraux. Je rabâche. Alors, notez sur votre petit carnet, très important, Enoka, donc un scientifique, prétend que l'amélioration de la force peut survenir en dehors de toute modification structurelle du muscle, grâce à des adaptations nerveuses. Ainsi, la force n'est pas seulement une propriété musculaire structurelle, mais également une propriété nerveuse. Donc, le recrutement des unités motrices joue un rôle fondamental. Ce qui veut dire tout simplement qu'en faisant un travail de force maximale ou supramaximale, on viendra solliciter que les facteurs nerveux. On ne sollicitera pas les facteurs structuraux qui est les fibres et l'hypertrophie, donc la masse. Donc, pour lui, quand on fait un travail de force, donc rappelez-vous le travail de force maximale, il n'y a pas de prise de masse. Ça, je pense que c'est un élément très important à prendre en compte parce que quand vous allez, pour un boxeur qui va monter sur le ring dans un mois, comme il doit se peser et respecter un poids spécifique, il faut pas qu'il prenne deux poids. Donc là, on peut travailler un mois avant, on peut commencer déjà à travailler sur la force maximale ou la force vitesse. Car sur les travails de force, comme dit Enoka, on ne travaille pas sur les facteurs structuraux, donc l'hypertrophie. Donc pas de prise de masse sur le travail de force qualitatif. On a fini sur le support fibre, recrutement et synchronisation. Je pense que vous arrivez maintenant à comprendre le lien entre la force et la masse et où la différence entre la masse et la force. Je vous retrouve sur la vidéo 5 pour les méthodes de force. À très vite.